Bonjour à tous, je suis Olivier Kamel, je suis coach et consultant indépendant en management et en marketing. Je suis aussi chargé de cours dans certaines écoles de commerce à Paris sur des programmes de bachelor, master et MBA. Aujourd'hui, je viens vous parler de deux notions fondamentales en management, la culture et l'éthique sur la sollicitation de sub-DRH. Première question, la culture entreprise, qu'est-ce que c'est? La culture entreprise, c'est une énergie. C'est une énergie qui circule entre les individus d'une structure organisationnelle. Et là, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une entreprise, ça peut être une association, ça peut être un club de sport, ça peut être un parti politique. On s'en fiche. La culture entreprise, c'est un ciment invisible entre les individus. J'aime beaucoup cette phrase parce que je la trouve très imagée. C'est ce qui va faire en sorte que les gens vont pouvoir travailler ensemble, que les individus vont pouvoir collaborer en ayant, alors bien sûr, mais ça c'est le rôle du management, un objectif commun, mais surtout une façon d'appréhender et d'approcher cet objectif commune. Alors il y a quatre grands piliers à la culture d'entreprise: les valeurs, les mythes, les rites et les tabous. Les valeurs, je vais y revenir dans quelques instants parce que ce sont vraiment des choses extrêmement structurantes dans la constitution d'une culture organisationnelle. Les mythes, généralement, sont les mythes fondateurs ou les exploits que l'entreprise ou le groupe a réalisés il y a quelques années ou l'année précédente ou au moment de la création, au moment de la création de cette entité. Donc ça relève un peu de la légende fondatrice, les mythes fondateurs, etc. Une sorte d'énergie comme ça, un petit peu ésotérique au début, à laquelle on se remet et qu'on sacralise pour dire voilà ce qui a été fait au début et voilà grâce à quoi nous en sommes ici aujourd'hui. Troisième chose, les rites, évidemment. Donc les rites, c'est comment on fait. Voilà ce qu'on fait chez nous. Chez nous, on fait comme ça. Et puis les tabous, eh bien non, ça chez nous, ça ne se fait pas. Et je reboucle sur la première chose, donc les valeurs. Ce chez nous, il est très révélateur des valeurs. On a tous, chez nous, des valeurs. Et là, je parle vraiment au niveau social, au niveau privé. On est tous éduqués avec un jeu de valeurs qui est, selon les familles, plus ou moins proche, plus ou moins éloigné. Et puis c'est ce qui crée comme ça dans la population des courants de pensée, population française, mondiale, peu importe, des courants de pensée, des façons d'aborder ou de comprendre ou d'appréhender certaines problématiques. Ces valeurs, évidemment, elles sont personnelles, donc elles viennent du milieu dans lequel on a été éduqué. Elles peuvent être des valeurs sociales, ça peut être des valeurs intellectuelles, elles peuvent être des valeurs religieuses, elles peuvent être des valeurs politiques. Et donc comme ça, on va voir apparaître un spectre de valeurs qui vont constituer l'individu. Il faut bien comprendre que lorsqu'un individu crée une entreprise, donc l'entrepreneur, il porte toutes ces valeurs avec lui. La raison pour laquelle d'ailleurs on l'appelle le porteur de projet. Dans un projet entrepreneurial, on appelle l'entrepreneur, homme ou femme, le porteur de projet, parce qu'il porte lui-même, physiquement, intellectuellement et virtuellement aussi, son projet. Et donc ce qu'il faut comprendre dans la culture d'entreprise, c'est que généralement la première culture d'entreprise, elle est insufflée par, ou grâce, ou à cause d'eux, je sais pas, c'est à vous de choisir, les valeurs qui sont portées et déversées par le chef d'entreprise. Une fois que l'organisation évolue, une fois que on bascule de l'état d'une société naissante à une société qui se structure, etc., le vrai challenge pour l'entrepreneur et pour la culture qui va avec, c'est de faire basculer en fait son organisation d'un moment d'entreprise naissante, que ce soit une start-up ou un modèle traditionnel, peu importe, vers un modèle organisationnel qui sera beaucoup plus corporate. Bon, désolé pour l'anglicisme. Et là, en fait, on bascule d'une culture entrepreneuriale à une culture organisationnelle un petit peu plus posée et établie. Et c'est généralement là qu'on voit apparaître deux choses. Soit certains entrepreneurs qui n'arrivent pas à devenir des managers parce que la culture d'entreprise doit changer, mais que eux n'arrivent pas, non seulement à changer eux-mêmes, mais à faire changer la culture d'entreprise qu'il y avait jusqu'à présent. Deuxième autre chemin, eh bien, le fait de vouloir cristalliser les valeurs pour ensuite qu'elles servent de tremplin à l'établissement d'une culture commune. Il faut bien comprendre quelque chose. Lorsque vous êtes un nouvel arrivant dans une entreprise qui a un an ou un an et demi, enfin qui est très jeune, peu importe,
il y a de fortes chances que vous soyez en relation directe avec les fondateurs, le ou les fondateurs. Donc là, automatiquement, ce transfert de culture, il est facile, puisque j'ai envie de dire, vous êtes exposé à la source de cette culture-là. Donc les valeurs, les mythes, les rites, les tabous, etc. Mais de ou des individus qui ont créé cette entreprise. Lorsque vous arrivez dans une entreprise qui est déjà bien constituée, qui existe depuis 10, 15, 20 ans, alors c'est d'autant plus vrai qu'on devient un groupe, hein, PME, ETI, puis ensuite un groupe, et bien là, c'est de plus en plus difficile d'épouser la culture d'entreprise initiale, parce que vous vous doutez bien que cette culture d'entreprise initiale, elle est portée, transformée, ouais, vraiment changée par tous les individus qui composent cette nouvelle structure organisationnelle. C'est là que clairement, le rôle des ressources humaines rentre en ligne de compte. L'une des missions des RH, s'assurer, de la bonne identification de la culture, parce que quelquefois on croit avoir une certaine culture d'entreprise, mais une fois qu'on formalise véritablement les valeurs, on se rend compte que bah non, en fait, c'était pas vraiment ça. Et puis deux, s'assurer de la bonne transmission, de la bonne compréhension. Alors ça va depuis le moment du recrutement jusqu'à l'encadrement des emplois et des compétences par la suite. Si je m'approche maintenant un petit peu plus sur les acteurs qui vont mettre en place cette culture d'entreprise, ben, je pense que vous en avez déjà détecté quelques-uns dans mon discours. Évidemment, le ou les fondateurs de l'entreprise, ça c'est indispensable. Pour moi, et ça c'est un parti que je prends d'une manière très claire, il y a une responsabilité originelle sur les fondateurs de l'entreprise lorsqu'il est question d'insuffler une culture d'entreprise fondée sur les valeurs, puisque c'est leur projet. Donc à mon sens, ils sont les responsables, le ou les responsables, non seulement de la clarification et de la formalisation de la culture, et ensuite de la mise en place de tous les efforts pour sa transmission. Deuxième grande catégorie d'acteurs, les ressources humaines, vous l'avez compris aussi dans mon discours jusque-là, pour les raisons que j'ai évoquées il y a quelques secondes. Et troisième catégorie de personnes qu'il ne faut surtout pas oublier, les managers de proximité. Alors bon, on appelle ça des middle managers, des managers terrain, des managers opérationnels, peu importe. Le N+1, voilà, si je devais caricaturer. Pourquoi? Parce que ce sont ces personnes-là qui sont véritablement qui sont en position de charnière depuis l'établissement de la politique, de la stratégie, puis sa réalisation jusqu'à l'opérationnel. Donc ça, c'est du management pur. Si vous voulez en fait qu'une énergie circule depuis la partie fondatrice, donc on a dit que c'était les fondateurs, et puis passer par le filtre des ressources humaines, etc., structuration des ressources humaines, jusqu'à l'employé, jusqu'au collaborateur qui, in fine, va faire transparaître cette culture sur les clients, les fournisseurs et toutes les autres parties prenantes avec lesquelles il ou va être en contact. Ben là, c'est le manager de proximité, c'est le N+1 qui, dans son calendrier managérial, doit être certain qu'on a des rendez-vous réguliers avec les équipes ou en rendez-vous individuel avec les éléments qui constituent ces services pour s'assurer que tout le monde est bien dans les clous, entre guillemets, de la culture et qu'on est toujours aligné sur cette question de valeurs, de mythes, de rites et de tabous. Là encore, le manager de proximité, il a un véritable rôle à jouer, c'est-à-dire que si il arrive à formaliser son management et s'il arrive à intégrer dans son management toute cette partie un petit peu d'intangible, il y a de fortes chances que ce soit beaucoup plus facile pour lui plutôt que d'attendre qu'un collaborateur commette une faute. Alors quand je dis une faute, c'est pas nécessairement une faute professionnelle, mais ça peut être simplement un comportement qui serait en décalage avec la culture jusqu'ici identifiée pour lui servir. Vraiment, l'idée, c'est de surtout pas attendre que le problème, qu'on soit confronté à une dérive ou à un non-respect de la culture pour la rappeler. Non, le but c'est de structurer en amont parce que souvenez-vous, c'est une énergie qui circule et cette énergie-là, il est très important de lui donner une impulsion positive dès le départ. Dernière partie de la question sur la culture d'entreprise, comment la mettre en œuvre. Là aussi, je pense qu'il y a eu beaucoup d'éléments de réponse déjà sur le discours que je viens de vous faire. Le mot d'ordre, c'est les mots d'ordre. Identification, formalisation. Identification avec les fondateurs. Quelles sont les valeurs? Qu'est-ce qu'on accepte? Qu'est-ce qu'on n'accepte pas de faire? Rites, mythes, tabous. Pourquoi on existe aujourd'hui? Grâce à quoi on existe aujourd'hui? Qu'est-ce qui est acceptable chez nous de faire? Qu'est-ce qui n'est pas acceptable de faire chez nous? Et ensuite,
quel est vraiment le protocole de déploiement de cette culture. Et encore une fois, on reprend toutes les strates de l'entreprise. La culture, c'est l'affaire de tous parce que elle est constituée par tous. C'est pour ça que la mission des ressources humaines, elle est aussi exigeante. Et malheureusement, peu de personnes se rendent compte de l'extrême nécessité de la fonction RH au sein des entreprises. Dès le recrutement, oui d'accord, il y a la vérification des compétences, oui d'accord, il y a la vérification du savoir-être, du savoir-faire, pas de problème. Mais il y a surtout la vérification de l'adéquation entre le nouveau personnel qui va rentrer avec la culture d'entreprise qui est établie. Et donc là, si elle n'a pas été établie, si elle n'est pas formalisée, si vous n'avez pas questionné les fondateurs, si vous n'avez pas mis en place un protocole de diffusion de cette culture, bah vous risquez de vous trouver le bec dans l'eau parce qu'évidemment, vous ne pourrez pas confronter la culture ou la capacité à s'acculturer de votre interlocuteur avec la culture qui existe chez vous. Donc les moyens, bien déterminés, bien formalisés, bien identifiés et bien mettre en place le système de déploiement à travers toutes les catégories de management, depuis le codir, comex, jusqu'aux managers intermédiaires, jusqu'aux employés, de façon à ce que vraiment on ait des points de relais de cette transmission de culture. Et je vais vous donner un exemple très simple. À la simple lecture d'un email d'un manager vis-à-vis d'un collaborateur, on peut déjà comprendre certains éléments de culture. La culture, elle se manifeste chaque instant dans l'entreprise. Et surtout, il ne faut pas croire que la culture, ce sont les valeurs qu'on a inscrites sur le site de l'entreprise, qui sont généralement malheureusement des valeurs plutôt marketing. Lorsqu'on parle de culture d'entreprise, on s'adresse principalement à ce qui fait la véritable force d'une structure, la ressource humaine, encore une fois. Alors, autre sujet qui automatiquement va être relié à la culture, c'est l'éthique. Alors l'éthique, c'est un vaste sujet. Aujourd'hui, je vais essayer de le circonscrire surtout au management et aux ressources humaines d'une manière plus large. Il n'y a aucun doute là-dessus, l'éthique est nécessaire en entreprise. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'éthique est nécessaire en entreprise? Au même titre que la culture, il doit y avoir un niveau d'éthique, non seulement comportemental, mais aussi professionnel, qui doit être établi. Et donc encore une fois, formalisé. Et on est exactement dans les mêmes mécanismes en fait de travail que pour la culture. L'éthique qui est insufflée dans une entreprise, elle vient là encore des fondateurs. Et si jamais vous êtes aujourd'hui dans un grand groupe, elle vient de la tête de direction qui fait redescendre en cascade sur les managers stratégiques, qui eux-mêmes font redescendre sur les managers opérationnels pour ensuite impacter les salariés et puis encore une fois vers l'extérieur, les partenaires, les parties prenantes, les fournisseurs et puis les clients. Le bienfait fondamental, et là on est vraiment sur de la QVT et les RPS, c'est que l'éthique, elle va faire en sorte que un individu va se trouver aligné ou non, ça c'est le risque évidemment, avec la manière de faire des affaires que votre entreprise a, enfin que son entreprise a, mécaniquement, puisqu'il est lui-même embauché. Et c'est là en fait que vous créez de la qualité de vie au travail, ou au contraire du risque psychosocial. Comme pour la culture, comme pour les valeurs, comme pour les rites et les tabous, plus l'éthique d'un individu va être alignée avec l'éthique identifiée, formalisée et diffusée de son entreprise, plus il ou elle va être heureux. Si malheureusement c'est l'inverse, bon évidemment la conséquence vous l'avez je pense déjà comprise, il ou elle sera malheureux. Donc d'un côté, on peut augmenter la qualité de vie au travail, ou si malheureusement il y a non-alignement, on se retrouve avec une redescente, avec une augmentation des RPS, des risques psychosociaux. Il faut comprendre que c'est quelque chose d'extrêmement profond, que ce soit la culture et l'éthique en entreprise, et d'extrêmement puissant. Si vous prenez les raisons pour lesquelles les personnes quittent leurs emplois, le commun des mortels pense que c'est souvent une question d'argent. L'argent vient en 5e ou 6e position, je ne me rappelle plus exactement. Il y a des sondages qui sont réalisés là-dessus, vous pouvez regarder sur internet, c'est assez drôle. Souvent c'est la mésentente avec le manager.
quand vous vous entendez pas avec une personne, c'est fondamentalement un problème de culture et ou d'éthique. Nous n'avons pas la même culture. Alors culture professionnelle ou autre, hein, peu importe, hein, là, vous pouvez mettre tous les adjectifs derrière que vous voulez. Ou alors nous n'avons pas la même éthique de travail. Non, désolé, moi je ne travaille pas comme ça. Ou non, moi je ne comprends pas la manière que tu as de travailler. Ou je n'accepte pas la manière que nous avons de travailler. Donc c'est toujours en fait une rupture entre le collaborateur et la culture et ou l'éthique de son entreprise. Attention, l'effet pervers, c'est que si le manager, donc là en l'occurrence le N+1, n'est pas lui-même bien aligné avec l'éthique et la culture d'entreprise que les RH et puis plus haut encore le COMEX souhaitent diffuser, il peut être lui-même le maillon faible et vous risquez de perdre un collaborateur qui au final en fait est aligné avec la culture de son entreprise mais qui est en désaccord avec le manager parce que justement il y a ce maillon faible à un moment de la chaîne managériale qui lui ne respecte pas l'alignement culturel et éthique. Donc ça c'est l'effet très pervers. Encore une fois, ultra nécessité des ressources humaines, identification que cette chaîne, cette cohérence, hein, une notion très forte de cohérence dès qu'on rattache ça à des questions de culture et d'éthique, de la part des RH. Les RH sont là pour vérifier que tout est cohérent sur la chaîne. Alors pour conclure mon propos, sur cette petite conversation autour de la culture et de l'éthique, je voudrais juste vous mettre ceci en tête. Aujourd'hui, quel que soit le marché, d'une manière assez générale, on maîtrise la technologie, on maîtrise les savoir-faire, on maîtrise les compétences, tout est assez disponible. Hein, je veux dire, à l'époque de la mondialisation affirmée, à l'époque d'une digitalisation de l'économie qui est quand même là aussi bien entamée, même si quelques entreprises sont encore à la traîne, enfin ça c'est pas très grave, on a quand même accès à tout, au talent, au savoir, bref. Ce qui va permettre, à mon sens, de faire gagner, et ça, les RH l'ont compris depuis longtemps avec le concept de marque employeur, hein, puisqu'on n'est plus simplement dans une logique de marketing où on veut attirer simplement des clients, on veut aussi attirer des talents. Évidemment, on est clairement dans cette logique de marque employeur quelque part. L'éthique et la culture vont être, à mon sens, ce qui va permettre demain d'avoir les meilleurs talents sur le marché parce qu'ils se reconnaîtront fondamentalement, valeurs, mythes, rites, tabous, dans l'entreprise qui les recrutera. Et automatiquement, mais c'est très dur à copier par la concurrence. C'est-à-dire que au titre du management fondamental, vous avez le concept d'avantage concurrentiel qui, à côté d'autres notions, explique que c'est lorsqu'on est en présence de ressources qui sont dites VRIO, c'est un acronyme, hein, VRIO, donc de valeurs rares, difficilement imitables et prévues dans l'organisation. Lorsqu'on répond oui à ces 4 critères-là, on est dans une logique où un avantage concurrentiel permanent, durable en tout cas, peut éclore. Si une seconde, on considère la culture d'entreprise comme étant une ressource de valeur rare, difficilement imitable et parfaitement intégrée dans le système organisationnel, qu'est-ce qu'on a ? Potentiellement un début d'avantage concurrentiel. Et je pense vraiment que c'est quelque chose qui est fondamentalement sous-estimé dans énormément d'entreprises, la culture. Encore une fois, et vraiment ce sera le mot de la fin, la culture ce ne sont pas les quelques mots marqués sur le site de l'entreprise et les valeurs corporate que l'on veut communiquer aux clients en expliquant « Mon Dieu, quelle est belle notre entreprise ». Non, la culture, elle s'identifie, elle se formalise et elle se transmet tous les jours tous les stades hiérarchiques de votre entreprise.